Bonjour, nous sommes le dimanche 9 janvier 2022 et avant-hier, euh, lorsque j'ai appris la mort de Sidney Poitier, l'acteur américain, euh, dans les minutes qui ont suivi, j'ai fait un petit billet où sur mon blog, où j'ai montré deux extraits de ces films emblématiques là, qui s'appellent In the Heat of the Night, dans la chaleur de la nuit, et l'autre qui s'appelle Guess Who's Coming to Dinner, devine qui vient dîner. Ce sont deux films de 1967 qui ont été faits coup sur coup. 67, ce n'est pas par hasard. 67, c'est une année importante aux États-Unis, c'est l'équivalent de 68 en France, c'est véritablement l'envol du mouvement qu'on appelait à l'époque Flower Power, le pouvoir des fleurs, ce qui est connu du grand public sous le nom de mouvement hippie. Et là, ces deux films n'ont aucun rapport avec cela. Ce sont des films qui se situent, je dirais, dans la tradition du vieux combat dont la guerre de sécession, que les Américains appellent tout simplement Civil War, la guerre civile, c'est-à-dire la déségrégation, la disparition du système esclavagiste qui caractérisait les États du Sud des États-Unis. Et la mort de Poitiers, qui en fait, il n'était pas, il a été américain par hasard en réalité. Il était ce qu'en France on appelle antillais. Ses parents étaient des maraîchers des Bahamas et il est né prématurément alors que ses parents vendaient des tomates qu'ils avaient cultivées chez eux, vendaient des tomates en Floride, et c'est cela qui lui a donné la nationalité américaine, voilà, le fait d'être né sur le sol américain, en plus d'être citoyen britannique, pour être né aux Bahamas en 1927. Euh, il jouera, en tant qu'acteur, il jouera dans des films emblématiques de la fin de la ségrégation. Et bien entendu, quand je dis la fin de la ségrégation, c'est parce que ces deux films emblématiques, euh, on a le sentiment aujourd'hui qu'ils n'ont pas servi à grand-chose. Quand ils sont sortis, ils avaient le sentiment de faire partie d'un mouvement historique qui a sens unique, c'est-à-dire une mise entre parenthèses de l'héritage de l'esclavage. Si vous n'avez pas vu les films, je résume en deux lignes l'histoire racontée dans les deux. Dans In the Heat of the Night, dans la chaleur de la nuit, il se fait que un agent du FBI noir américain se retrouve par hasard dans une station dans une gare la nuit, il attend un train de nuit et il se fait arrêter par la police locale pour aucune autre raison que le fait qu'il soit noir. Et ça nous renvoie à des événements de l'actualité actuelle, hein, présente des États-Unis. C'était avant-hier aussi ou le jour d'avant qu'on a appris la condamnation de trois bons hommes qui se promenaient dans les rues avec des flingues et qui ont simplement tué un jogger parce que ce jogger se trouvait pas dans le bon quartier. Il était dans un quartier blanc et bon, c'était un jeune qui joguait et il s'est fait tuer pour le simple fait qu'il était noir et qu'il passait par là et que ces trois bons hommes se constituaient en milice improvisée ils étaient là pour du lynching, voilà, pour tuer du noir, et ce qu'ils ont fait. Et bon, mal leur en a pris parce que il reste un semblant je dirais pourquoi je reste de semblant du système de justice américain, et ils ont été condamnés, tous les trois ont été condamnés à la prison à perpétuelle. Mais donc, et bon, donc ça c'est le premier dans la chaleur de la nuit. Et pour ceux qui ne sauraient pas de quoi parle
devine qui vient manger ce soir. Voilà, c'est une jeune de l'aristocratie de gauche, je reviendrai sur tous ces mots, de San Francisco, et elle arrive à la maison, on est en 67, et elle a décidé d'épouser voilà, Sidney Poitier, donc un noir. Dans l'histoire, il est noir américain, mais voilà, pas n'importe lequel, il est une personnalité de l'Organisation mondiale de la santé, grand spécialiste de la médecine tropicale, donc il est très très présentable sur le plan voilà, du capital culturel. Et donc ce sont les ambiguïtés voilà, de ces représentants de la gauche caviar, que sont ces très très riches représentants de la société de San Francisco, qui vont quand même se voir confrontés avec, je dirais, la réalité de leur conviction liberal, comme on dit aux États-Unis, mais enfin ça se traduit par de gauche en français, avec le fait voilà, qu'ils ont une fille qui va épouser un noir, voilà, aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, la personnalité des deux metteurs en scène. Le metteur en scène Dans la chaleur de la nuit, c'est Norman Jewison, qui est un Canadien, qui a toujours insisté sur le fait que sa famille n'était pas juive de confession, que c'était une famille protestante, malgré le nom de famille Jewison, donc fils de juif, qui signifie quand même qu'il y a eu des juifs quelque part dans la famille, même si Norman Jewison lui-même n'est pas au courant de la filiation. Il est aussi fort identifié à un film de culture yiddish qui est Fiddler on the Roof, voilà, comme on appelle ça en français, je ne sais pas, le violoneux sur le toit, quelque chose comme ça, qui se passe voilà, dans un de ces shtetl, je ne sais plus comment on dit ça en français, dans un de ces ghettos voilà, en Europe centrale. Il a fait d'autres films très intéressants comme Moonstruck, et encore d'autres. Un très bon metteur en scène, donc canadien, qui a voulu faire ce film en 67, ce film de ce policier du FBI qui va se retrouver mêlé à un crime local parce qu'on l'a arrêté pour la simple raison qu'il était noir. Et bon, il doit échapper pendant tout le film au fait qu'on veut simplement le lyncher, on se débarrasser de lui, il n'y a pas de place pour un noir du côté du pouvoir dans cette petite ville de Sparta, qui en principe, je crois me souvenir que ça se passe dans l'Alabama, mais c'est peut-être dans le Mississippi ou un autre état du sud. Et il y a une fameuse réplique, voilà, celle qu'on met toujours dans les extraits, c'est que quand les policiers goguenards voilà, se rendent compte que c'est un collègue, on rigole sur son prénom qui est Virgile, et on dit comment t'appelles voilà, du côté d'où tu viens, Virgil, et il répond on m'appelle Mr. Tibbs, voilà, on m'appelle de mon nom de famille. Et il paraît que quand on a joué ce film au tout début dans des cinémas où se trouvait un public dans le nord, donc, hein, dans le nord des États-Unis, où se trouvait un public mêlé voilà, de blancs et de noirs, qui avait des cris voilà, d'approbation qui fusaient du public d'origine des Afro-Américains, comme on dit là-bas. Le deuxième film, un film celui de Stanley Kramer. Stanley Kramer, c'est le bonhomme du dernier rivage, On the Beach, des films très très engagés à gauche, contre pacifistes, etc. Stanley Kramer, c'est vraiment une personnalité de la gauche américaine, et il a voulu faire ce film, voilà, ce film sur cette famille dite de gauche qui doit gérer le problème de la fille qui veut épouser un noir.
la fille qui incarne totalement les valeurs de ses parents, au moins les valeurs affichées de ses parents. Alors dans le rôle des parents de la fille, deux grands acteurs de la gauche américaine, Spencer Tracy et Katharine Hepburn, bon, qui étaient, je crois, au 8e film où ils jouaient ensemble. Spencer Tracy était extrêmement malade durant le film, il est mort 15 jours plus tard. Il ne pouvait être représentable que quelques heures par jour dans la matinée, et donc les assureurs avaient refusé d'assurer le film, d'ailleurs parce qu'on se disait qu'il allait clamser durant le tournage, et ça a été de très peu. Et ils l'ont tourné quand même parce que Kramer et Katharine Hepburn avaient mis leur salaire dans la balance pour compenser l'assurance qu'ils n'avaient pas pu contracter. Donc deux films cultes des enterrements, je dirais, de la guerre de sécession. Et pourquoi est-ce qu'il est important d'en parler aujourd'hui? Parce que voilà, la guerre de sécession est de nouveau là. Les Américains, quand même, depuis le début de l'année, je dirais pourquoi je dis quand même, depuis le début de l'année, reparlent de fascisme dans leur pays, reparlent de la guerre de sécession, même disent qu'on est reparti pour un tour. Et bon, vous vous souvenez peut-être que dès que Trump est apparu, et surtout dès qu'en 2017 ont eu lieu les événements de Charlottesville, et où Trump, c'est-à-dire bon, donc des milices dans le genre des valeurs familiales de la famille Trump. Je vous rappelle que le père de Donald Trump, c'était un certain Fred Trump, qui était un sympathisant du Ku Klux Klan. Et je vous rappelle que le premier Fred, celui qui est venu aux États-Unis, le père de ce Fred, le grand-père de Donald Trump, était un Allemand qui a trouvé comme vocation d'être tenancier de bordel, ou plutôt voilà d'hôtels affichant des conditions toutes particulières aux dames seules qui loueraient à l'année. Voilà. C'était la manière dont c'était rédigé, mais il n'y a aucun mystère pour personne. Ces valeurs de la guerre de sécession. Vous vous souvenez peut-être, bon, allez, à partir de 2017, à partir de ces événements-là, j'ai présenté dans les deux livres que j'ai publiés, La chute de la météorite Trump, les deux livres que j'ai présentés sur Trump, je l'ai présenté comme général de l'armée sudiste en déroute aux États-Unis. Bon, à cette époque-là, en 2017, il n'y a personne qui reliait Trump à la guerre de sécession. Et il y a un mouvement revanchard de la guerre perdue par les États du Sud. Alors, ce que je disais là en 2017, aujourd'hui en 2022, voilà, c'est devenu le thème de la presse de centre-gauche américaine, mais à l'époque, vous n'auriez pas trouvé ça. Pourquoi moi, ma sensibilité à moi, à cela? Probablement parce que je suis anthropologue, et les anthropologues s'intéressent beaucoup à l'histoire. L'esclavagisme inscrit dans l'histoire des États-Unis, n'est pas près de disparaître aussitôt après la fin de la guerre. Donc c'est une guerre des années 1860. Bon, les prémices, c'est dans les années 1850, puis 1860, et dès 1880, on commence à construire dans le sud, on commence à produire ces grands monuments aux généraux sudistes, et dans un esprit de réconciliation, bien entendu, les nordistes n'empêchent pas que ça ait lieu, ce qui fait que toutes ces valeurs de suprémacisme blanc peuvent fleurir dans la société du sud des États-Unis. On ne parle pas, bien entendu, à l'époque de la guerre de sécession, on ne parle pas de fascisme, le mot n'existe pas encore, il apparaîtra dans les années 20, en 1920.
Euh, 60 ans plus tard, mais c'est déjà ça, hein, c'est l'esprit du Sud américain, c'est le fascisme, c'est l'esclavagisme, c'est des sociétés hiérarchisées et qui souhaitent essentiellement la mort de l'autre, la mort de celui qui a un air un petit peu différent. Et petite remarque, voilà, pour terminer mon panorama. Euh, quand on tourne, quand on tourne dans la chaleur de la nuit, il y a une innovation. Il y a une innovation du directeur de la photographie, c'est-à-dire il va utiliser des éclairages spéciaux pour qu'une personne voilà, de pigmentation foncée ne soit pas défavorisée systématiquement par les éclairages que l'on fait à l'époque. Euh, donc on invente une technique d'éclairage spécialement pour Sidney Poitier dans ce film. C'est un petit geste, voilà, un petit geste en plus de la part de gens comme Jewison, comme Kramer, comme William Rose qui avait écrit le scénario à partir d'un roman, un roman noir de John Ball. C'est William Rose qui a écrit le texte véritablement, pardon, excusez-moi, le texte de Qui vient dîner ce soir. Et c'est pas par hasard, je cite ce nom de William Rose parce que c'est un Américain mais qui est élevé en Grande-Bretagne, qui sera d'ailleurs scénariste d'un des grands films typiquement britanniques, Lady Killers, euh, et qui, euh, qui représente en fait un certain type de socialisme bien particulier, le fabianisme britannique. Et c'est ce fabianisme britannique qu'on retrouve dans qui vient dîner ce soir de manière très très typique, celui qui a été créé par des personnalités comme George Bernard Shaw, le dramaturge, et H. G. Wells, l'auteur de science-fiction, créateur de cette société fabienne et dont des représentants plus modernes sont Leonard Woolf et son épouse Virginia Woolf, John Maynard Keynes, etc. Je souligne toujours ça parce que c'est je dirais ma propre tradition philosophique et politique à une pensée socialiste, une pensée radicale, mais non marxiste, non marxiste. Voilà. Euh, un petit hommage à Sidney Poitier qui a eu, bon, voilà, excellent acteur, qui a eu de très très bons rôles et surtout qui a joué dans l'histoire du cinéma et de l'histoire politique des États-Unis un rôle important pour avoir joué en particulier dans ces deux films que j'ai tenu à mentionner. Dans la chaleur de la nuit et devine qui vient dîner. Voilà. Allez, à bientôt.